Bonjour tout le monde, donc bienvenue à cette conférence sur les littératures de l'imaginaire. Nous avons la joie d'accueillir 4 auteurs et je vais leur demander de se présenter, donc en commençant par Julie. Donc, bonjour à tous, Julie Dauge. Je suis auteure de romances paranormales, new adulte, drame romantique et je pense que j'ai fait le tour. Et historique. Très bien. Louisa. Donc, bonjour, Louisa Méonis. Je suis auteure de romances, chiclit, bitlit, romans en tout genre, indéfinissables parfois, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, je suis maman de 3 enfants. Dans la vie, je suis comptable et je donne aussi des cours de contrôle de gestion, ce qui n'a absolument aucun rapport avec l'écriture. Mais voilà, et sinon, pas grand-chose d'autre à dire. Très bien. Ève. Je suis Ève Alpi. J'habite en région parisienne. Je suis maman de 4 enfants, mariée. Et j'écris des livres pour adolescents, jeunes adultes. Et dernièrement, le livre Esther, c'est pourquoi je suis ici. Voilà. Très bien. Et Estelle. Bonjour, donc moi c'est Estelle Ebry. Je suis autrice, très originale par rapport à toutes les autres, de romances paranormales et contemporaines. Je suis mariée, j'ai 2 filles et j'habite dans le sud de la France. Et aujourd'hui, mon travail c'est d'écrire. Voilà. Très bien, beau travail. Oui. Très bien. Alors, en préambule, on va discuter un petit peu du genre déjà qui nous réunit, donc les littératures de l'imaginaire. Qu'est-ce que vous pensez en ce moment? Quelles sont les tendances en ce moment dans tout ce qui est paranormal, science-fiction, fantasy, etc. Comment vous sentez les tendances au niveau des éditeurs, au niveau des lectrices et des auteurs aussi peut-être, hein? Donc, qui souhaite commencer? Ne vous battez pas toutes. Eh ben, allons-y, je n'ai pas grand-chose à dire, mais du coup, allons-y. Le phénomène que je remarque moi sur les réseaux sociaux, sur lesquels je suis, c'est qu'en fait le fantastique, tout ce qui est la romance fantastique, dans tous ces genres, hein, que ce soit de l'urban fantasy, de la beat lit, tout ce qu'on veut en termes de terminologie, c'est vraiment une niche très particulière en fait et qui a, pour des lectrices très particulières, on a beaucoup moins le vent en poupe, je pense, par rapport à tout ce qui est la new romance, new adulte, qui explose. Alors après, je sais pas pourquoi, je sais pas. Après, on est sur la romance paranormale, on est quand même beaucoup, je sais pas si c'est un phénomène, si c'est lié ou pas. Il y a aussi le fait qu'il y a pas mal de romances qui sont écrites à la troisième personne, ce que personnellement moi j'adhère. Et on a de plus en plus de lectrices en fait qui, pour eux c'est prohibitif quoi, en fait. Ils veulent de la première personne et pas de troisième personne. Donc en fait, je vois passer comme ça parfois sur n'importe quel livre, la première question qui passe, c'est écrit à la première ou la troisième. Ce qui pour le coup, à mon sens, peut-être un petit peu réducteur parce qu'on peut très bien apprécier une romance qu'elle soit écrite à la première ou à la troisième. Mais je pense qu'il y a peut-être cet effet-là. Et puis du coup, l'effet peut-être paranormal qui ne plaît pas à tout le monde. Pourtant, ils sont sexy, nos héros de fantastique. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je suis très intéressée par les vagues. Et en fait, il y a eu une vague paranormale suite à Twilight. Mais en fait, la vague paranormale, elle a été au top il y a une dizaine d'années, quoi. En fait, suite à la saga Twilight, il y a eu vraiment une énorme vague paranormale. Et là, effectivement, on est dans la vague new adulte. En fait, il y a eu la vague 50 Shades, etc. Et donc, on est parti sur ça, new romance, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme. Voilà. Et en fait, on est dans cette vague-là. Et effectivement, la première personne, c'est vraiment dans cette vague-là. Mais je te rassure, il y a beaucoup de lectrices qui sont antérieures à cette vague-là, qui n'aiment pas la première personne. Donc, des fois, si elles te disent est-ce que c'est troisième ou première, c'est parce qu'elles préfèrent la troisième, hein, je pense, à des fois. Parce qu'il y en a aussi, voilà, je connais bien, parce que ça fait 20 ans que j'anime une communauté de lectrices. Donc, je connais un petit peu voilà, les vagues. J'ai même fait un article dans notre webzine sur les différentes vagues des différents phénomènes. Et voilà, la première personne, c'est vraiment lié à cette vague New Adult, New Romance. Mais il y a beaucoup de lectrices qui préfèrent la troisième personne, des plus anciennes lectrices, on va dire, quoi.
Après, c'est peut-être des jeunes lectrices qui justement sont devenues lectrices sur cette vague-là, qui sont habituées à ce genre de narration. Mais je pense qu'il y a quand même un marché pour la troisième personne. Après, je pense qu'il faut bien différencier les tendances et les vagues qu'il peut y avoir en maison d'édition et en librairie, des tendances qu'on peut voir émerger sur Amazon avec Kindle Unlimited notamment, parce que en fait, dans ce genre-là, dans ce sous-genre-là, il y a beaucoup de métamorphes. Enfin voilà, on parle de loups-garous, on parle d'ours, on parle d'aliens, on parle de dinosaures. Enfin, franchement, ça va. Il y a de tout, quoi. Et même, j'ai vu le Covid, s'il vous plaît. Donc là, Non. franchement, ça bat Le tous les records. coronavirus. Voilà. Coronavirus. Donc, ouais, le coronavirus. Mais en fait, c'est pour dire que il y a une forme peut-être pas de honte, mais il y a une forme d'exploration qui est permise par Kindle Unlimited, parce que quand on lit sur une liseuse, par exemple, bah, personne voit concrètement, si vous êtes dans le métro, vous êtes n'importe où, personne voit ce que vous lisez. Et donc, personne va être choqué de lire de savoir que vous lisez quelque chose avec un virus, avec un alien, avec un ours, avec je ne sais trop qui, ou je sais trop quoi. Et en fait, aujourd'hui, sur Amazon, quand on regarde le top 100 des ventes, en fait, il suffit de le regarder, mais le top 100 général, il y a toujours, et vous pouvez y aller, hein, j'y suis allée tout à l'heure et j'ai encore vu passer, je ne sais plus, quelque chose des loups ou quelque chose comme ça, il y a toujours de la romance paranormale qui est dans le top 100 Amazon des ventes. Donc ça veut bien dire qu'il y a une tendance chez la lectrice, mais pas forcément chez la lectrice qui va en librairie. C'est plutôt la lectrice qui va lire sur sa liseuse en numérique. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je lis aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour avoir regardé depuis un an que je suis en auto-édition sur Amazon, pour regarder le classement de manière régulière, en fait, très clairement, il y a une tendance quand même sur les hommes qui sont surnaturels, quoi, qui ont une autre corde à leur arc, si on peut dire. Après, je pense qu'il y a un double effet. Pardon, Louisa, je te donne la parole tout de suite. Il y a un double effet. Je pense qu'il y a l'effet effectivement des lectrices qui non seulement peut-être l'effet de honte dont tu parles, dont on a déjà parlé pour la romance, l'effet aussi que c'est quand même moins cher d'acheter peut-être du numérique. Et je pense qu'il y a l'effet aussi que les éditeurs, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs maintenant qui publient du paranormal, et que donc forcément les lectrices de ce genre, elles se rabattent sur des choses qui sont publiées en numérique, quoi. Pardon, Louisa, vas-y. Rien. Alors, pour rebondir sur l'histoire de Amazon, etc., il faut savoir qu'en fait, si on prend un panel de lecteurs, ça ne sera pas le même que ce soit en librairie ou sur Amazon. Les lecteurs, souvent d'Amazon Unlimited, ce sont des lecteurs compulsifs, c'est-à-dire qu'ils aiment, ils sont abonnés justement pour pouvoir lire beaucoup de choses, etc. C'est péjoratif, mais c'est ce que l'on appelle la littérature Kleenex. C'est très péjoratif, le terme ne vient pas de moi, je tiens absolument à le dire, mais c'est comme ça que l'on appelle ça, parce que c'est de la littérature qu'on lit et qu'on passe à autre chose. Sur Amazon, on voit beaucoup les loups-garous, etc., parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui se lit bien, qui se lit vite. Et il y a peu d'éditeurs aussi également qui en font. Il y a encore Les Irréductibles, Brajlon, Milady, etc., qui est le même éditeur, ça dit au passage, qui en font encore. Mais maintenant que la vague s'est essoufflée, effectivement, il y a de moins en moins d'éditeurs qui le font. Il faut savoir que souvent, les nouvelles tendances sont faites par les éditeurs. C'est comme les couvertures. Les tendances de couverture et graphiques sont faites le plus souvent par l'éditeur qui va lui-même choisir une charte graphique qui va s'inscrire dans une autre charte graphique pour que tout le monde repère qu'est-ce qui est romance, qu'est-ce qui est, on va dire, dystopique, etc. Si vous regardez, finalement, le visuel, c'est toujours un petit peu pareil. Du coup, c'est pour ça, c'est pas les mêmes lecteurs. Donc c'est vrai que les lecteurs qui lisent le plus souvent du Twilight ou des choses avec des loups-garous, ce qu'on appelle la bitlit, lisent plus souvent en numérique parce que déjà c'est plus difficile à trouver en papier, et ce sont souvent des lecteurs qui ont besoin de lire beaucoup. Voilà, qui ne se suffisent pas d'un livre par mois, qui en lisent beaucoup plus. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'ils sont abonnés à Kindle Unlimited, parce que ça leur permet de pouvoir avoir beaucoup plus de livres. Moi, j'en lis beaucoup, par exemple, et je suis abonnée à Amazon Unlimited parce que justement, j'en lis beaucoup.
et j'ai besoin de toujours en avoir un nouveau. Donc, c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'auto-édités maintenant qui en font et du coup, ça permet de renouveler. Alors oui, il y a de tout. Moi, je ne lis pas avec le coronavirus ou avec les dinosaures, je tiens à le dire. Moi, je suis très soft, loup-garou, vampire. Voilà. Par contre, quand il se transforme en ours, en lion ou en flamant rose, pour moi, c'est plus difficile, j'avoue. Mais chacun son truc. Voilà. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis une lectrice compulsive et vraiment la cible Amazon Kindle et qui a besoin vraiment de lire beaucoup. Donc, c'est pour ça que ça se vend beaucoup plus en numérique qu'en papier. Parce qu'en papier, je ne suis pas certaine qu'on aurait le même essor, les mêmes retombées économiques si on le sortait en papier et qu'on était en librairie. C'est probablement pour ça qu'il y a peu de maisons d'édition maintenant qui le font. Parce que je pense que d'un point de vue rendement, on n'y est pas. Il faut quand même un minimum de fonds pour sortir un livre papier, puisqu'on a toujours un minimum, au moins de tirage de 5 000 à 6 000 minimum exemplaires. Donc, non seulement il faut les caser en librairie, donc tout ça, c'est un coût, puisqu'ils font un coût avec un commercial, etc. Et je ne suis pas certaine qu'on rentre dans ces fonds en mettant ce genre de livre, puisqu'à partir du moment où on en tire 5 000, c'est qu'au moins, on a prévu d'en vendre 5 000. Donc, du coup, je ne suis pas certaine qu'en papier, on puisse être rentable sur cette cible-là. Après, oui, on est dans une vague un petit peu descendante. Malgré tout, c'est des vagues. Ça va, ça vient. Souvent, c'est des vagues de mode. Là, avec les Bridgerton, on est revenu, les gens ont redécouvert l'historique, alors que c'est quelque chose qui existe mais depuis la nuit des temps. Moi, j'en lis mais depuis des années. Je n'ai pas attendu que Bridgerton sorte pour découvrir le jeune. Mais les gens, il a suffi d'une série sur Netflix un peu bien tournée pour qu'ils redécouvrent ça. Je pense que ce sont des phénomènes de mode et puis de toute façon, l'économie et le marketing, c'est ça, ça marche par vague et c'est pour ça qu'il faut savoir se réinventer. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Pour revenir à l'histoire de la première et la troisième personne, là aussi, je pense qu'il y a de tout. Moi, pour certains livres qui sont vraiment fantastiques, je vais préférer la troisième personne. Il y a vraiment des scènes de combat, etc. Parce que quand on est à la première personne, oui, c'est beaucoup plus immersif. Donc, on vit ce que vit l'héroïne. Mais par contre, c'est vrai que d'un point de vue description de combat ou d'environnement, on n'y est pas. Quand moi, par exemple, je lis un Game of Thrones, je suis désolée, il serait beaucoup. On entend tout ce qu'il y a autour. Coupure. On t'a pas entendu, ça a coupé, Louisa. À partir de Game of Thrones, on n'a plus entendu. Ah bon, ça va alors. J'avais pas dit trop de trucs entre-temps, donc ça va. C'est HBO qui a fait une coupure là. Ils ont dit hop, copyright, ça marche pas. Allez, on coupe. C'est ça. Non, je disais que quand je lis par exemple Game of Thrones, j'ai besoin que ce soit à la troisième personne parce qu'il y a tout un environnement autour qui fait que j'ai besoin de cet environnement autour. C'est pareil quand on lit Tolkien ou quand on lit tout ce genre de livres qui sont vraiment beaucoup plus dans le fantastique, mais on va dire dans un fantastique littéraire que par exemple la Bit-Lit, on sera plus dans de la première personne avec de l'humour, des scènes de combat, mais qui seront beaucoup moins développées, ainsi que l'univers que par exemple du fantastique, comme Pratchett, comme peu importe. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus décrit, dans un environnement qui est beaucoup plus, on va dire, je ne veux pas dire travailler, parce que quand on lit la Chick-Lit, il y a certains auteurs qui travaillent énormément leur environnement. Mais dans ces cas-là, ils sont à la troisième personne, ils ne sont pas à la première. À la première, c'est immersif parce qu'on est du point de vue du héros. Donc, on vit ces expériences de façon interne et vraiment, on les vit beaucoup plus. Par contre, c'est vrai que en fonction de ce qu'on veut lire, voilà. Et le fait d'être à la première ou à la troisième personne, déjà, quand on demande c'est à la première ou à la troisième personne, ça montre un petit peu quel récit on va avoir. Voilà. Après, c'est sûr que la comédie romantique à la troisième personne, c'est un peu compliqué. J'en ai lu une, je ne sais plus qui c'était, et ce n'était pas vraiment un pari gagné. Alors, c'est peut-être mieux que je ne me rappelle pas du nom. Il faut peut-être pas, oui. On ne va pas citer les noms, quoi, voilà. On ne va pas citer les noms, mais je ne me rappelle plus qui c'était, mais c'est vrai que j'en ai lu une de comédie romantique à la troisième personne.
Ah, c'était casse-gueule, hein. J'avoue que là, c'était un peu casse-gueule. Moi, je ne l'aurais pas tenté, mais la personne l'a tenté, ce n'était pas vraiment trop ça. Donc, en fonction de ce qu'on lit, la troisième ou la première personne, après, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à un genre. Oui, il y a des nouveaux lecteurs qui ont découvert à partir de la première personne, et c'est pour ça qu'ils sont probablement plus attachés à ce genre, effectivement, que les auteurs, on va dire, qui lisaient déjà bien avant. C'est pareil, un thriller à la première personne, je sais pas, hein. J'ai peur que ce soit un peu compliqué aussi pour tout ce qui est environnement. J'ai pas d'auteur comme ça qui me vient où on a écrit un thriller à la première personne. Patricia Cornwell, elle écrivait sa série, tu sais, Kay Scarpetta, qui est une médecin légiste qui enquête. Et en fait, au début de la série, c'était à la première personne et après, c'est passé à la troisième personne. Et justement, j'en parlais avec ma mère récemment et elle m'a dit, à partir du moment où c'est passé à la troisième personne, du coup, j'ai décroché parce que j'étais moins dedans. Et, en fait, quand tu prends une série et que, parce que c'est une grosse série en plus, tu vois, je sais plus combien il y a, mais il y en a beaucoup. Et quand tu commences à la première personne et qu'en cours de route, tu changes de point de vue, ben ouais, tu vois, tu as le lecteur qui est habitué quand même à quelque chose et donc du coup, tu le sors de son environnement. C'est un pari risqué, je pense. Mais effectivement, je te rejoins sur ce que tu dis, c'est si tu es vraiment dans la romance avec une touche de paranormal, par exemple, et que le paranormal n'est pas, ou la fantaisie n'est pas l'axe primordial de ton histoire, effectivement, le fait d'être dans les codes du genre principal, en fait, c'est logique, tu vois, d'être à la première personne, du coup. Mais effectivement, si tu as un environnement qui est très fantaisie, très paranormal, où tu as beaucoup de choses créées, inventées, qui sont différentes de notre vie de tous les jours, de notre monde, en fait, effectivement, c'est là où la troisième personne est peut-être plus adaptée parce qu'elle est plus descriptive, en fait. Elle permet plus d'immerger dans un décor plutôt que dans une personne, en fait. Mais le rapport aussi du lecteur par rapport au personnage est plus distancé, ça c'est certain. Oui, c'est sûr. On va laisser la parole à Eve, s'il y a quelque chose à rajouter par rapport à... Alors, toi, tu fais plus de la science-fiction, hein? En fait, j'ai appris quelque chose parce que pour moi, j'avais l'impression que le paranormal avait le vent en poupe. Je sais pas, moi j'avais l'impression en allant sur les réseaux qu'on en voyait beaucoup. Et parce que ça fait un peu rêver. Je trouve que bon, quand on est gamin, c'est les super-héros. Et puis après, on aime bien ce genre de lecture quand même. L'immortalité, ça plaît. Donc nos personnages, qu'ils soient loups-garous, vampires ou des anges, ils ont quand même ce côté un peu immortel qui fascine. Et je trouve que la romance s'est saisie justement de ce domaine et a enrichi, a apporté un peu plus de peps et beaucoup de lectrices qui se sont rajoutées au paranormal. Avant, il y avait quand même beaucoup de garçons qui lisaient des histoires fantastiques. Et aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui, vous avez pratiquement que des lectrices. Enfin, moi, pour ma part, je sais que j'ai beaucoup de retours de lectrices et pas trop de lecteurs. Et je pense que la romance y fait beaucoup. Ouais, mais j'avais cette impression que c'était quand même. J'avais même l'impression que mon petit livre avec de la science-fiction était un peu plus dépassé que vos écrits avec les personnages qui se transforment ou qui sont immortels. Après, je pense qu'il y a vraiment eu une vague où, en fait, c'est devenu, c'est devenu dans la littérature générale, en fait. C'est-à-dire que ça atteignait un public général, quoi. Et là, maintenant, c'est revenu au public un petit peu plus niche, comme tu disais, Julie. Voilà, aux aficionados de ça, vraiment, qui lisent ça parce que c'est ce qui leur plaît. Alors qu'à un moment, c'était plus large parce que tout le monde en lisait, parce qu'il y avait eu ce phénomène Twilight et tout le monde s'était mis à lire des urban fantasy, des choses comme ça. Donc, du coup, le marché était beaucoup plus large. Et maintenant, le marché, effectivement, il s'est tourné après vers des trucs style 50 Shades, c'était la vague 50 Shades, etc. Et donc, ce marché généraliste, il a plus comment dire, grossi les rangs du paranormal, quoi. Mais en fait, le paranormal, il existe toujours, bien sûr, dans son lectorat de base, quoi. Voilà. On est re-rentré dans le lit, en fait. Ouais. On est re-rentré dans le lit avant la vague. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
si on file la métaphore, c'est ça. Le fleuve est re-rentré dans le vide. C'est ça. Ouais. Alors, parce que le temps passe, donc je voudrais qu'on puisse parler rapidement de vos livres quand même, c'est ce qui intéresse les lectrices. Donc, on a des choses très diverses, alors c'est formidable parce qu'on a vraiment… Alors moi, je suis un peu Twilight, là, vous avez vu, j'ai le coucher de soleil derrière, donc j'essaie de me décaler un petit peu, mais ça fait un petit peu quatrième dimension. Donc, on a des choses très diverses. Donc, on a Estelle, donc tu veux commencer avec une série sur les anges, donc les Cupidon Brothers. C'est ça. En fait, ma série est basée sur l'idée que, en fait, dans la mythologie, on parle d'ange Cupidon. Enfin, on parle pas d'ange, on parle de Dieu Cupidon. Et en fait, moi, le côté Dieu me parlait pas trop parce que quand on est Dieu, on a tellement trop de pouvoir que du coup, on surpasse tellement les humains que voilà, c'est un peu compliqué de mixer les deux, je trouve, sur Terre. Moi, en tout cas, dans mon univers, ça me semblait trop. Et du coup, j'ai transposé ça en ange. Et donc, du coup, dans la série, on suit une fratrie, les sept frères Cupidon qui sont sur Terre. Et en fait, chaque tome suit l'aventure d'un des frères qui rencontre son âme sœur sur Terre. Et en fait, on est plutôt dans l'esprit, on parlait de Netflix tout à l'heure, mais clairement, quand j'ai eu le concept qui est venu en tête, il y avait chez moi des visionnages intempestifs de Lucifer. Et donc, du coup, Faut voilà. dire que tu n'es pas trop mal, hein. Ouais, voilà. J'avoue que, voilà, bon, dans l'idée, Lucifer, voilà. Et donc, ça m'a vachement inspirée et je me suis dit, voilà, j'ai envie de me laisser un peu libre d'explorer d'autres territoires, voilà, un peu plus surnaturels, mais ça reste quand même dans notre univers à nous, dans notre monde à nous. Donc, du coup, voilà ce qu'on disait, mais plutôt à la première personne. Moi, mon ADN, ça reste quand même la romance, la new romance. Et donc, forcément, le point de vue interne, pour moi, est primordial dans mes récits. Donc, j'ai gardé ça, en fait, dans la série des Cupidons. Mais parce qu'une fois encore, l'univers est connu, hein, on est sur notre planète. Donc, voilà, déjà, il n'y a pas tellement de contexte à fournir plus que ça, quoi. D'accord. Voilà. J'ai noté que le premier frère s'appelait quand même Eros. Donc, je Absolument. trouvais que c'était intéressant comme choix de prénom, n'est-ce pas? Oui, en fait, dans les prénoms, j'ai voulu m'inspirer justement des vrais hérotesses grecques, mais ils ont des prénoms qui sont juste absolument pas très, comment on peut dire, ni sexy, ni moderne, ni rien du tout. Et du coup, il n'y avait que Glamour, il manquait Eros. glamour. Ouais, non, il manquait de l'amour complètement, clairement. Donc du coup, j'ai gardé Eros qui, lui, est très évocateur. Et puis après, les autres, je les ai nommés en fonction de l'aspiration, tu vois. D'accord. Et donc, le tome 4 sort le 7 mai. Hein, c'est Andreas, c'est ça? C'est Andreas, c'est ça. Voilà. En fait, chaque frère a son métier, a sa manière de s'intégrer à l'humanité ou pas. Et donc, on suit en fait leur combat plutôt moral en fait pour savoir est-ce que j'aide les humains, pourquoi je suis là, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, est-ce que je peux tomber amoureux ou est-ce que je ne dois pas parce que est-ce que je mets en danger la personne que j'aime ou est-ce que au contraire je vais l'aider. Enfin, tu vois, il y a vraiment toujours cet aspect moral et psychologique qui entre en ligne de compte en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, eh bien, à qui on passe maintenant? On passe au loup-garou ou au vampire? Qui veut prendre la parole? Louisa, les loups-garous? Oui, les loups-garous. Ah ouh. Alors, avec The Beast, alors j'aime bien parce que j'étais obligée de parler anglais avec les auteurs américaines et je suis obligée de parler anglais avec vous. Vous avez tous des titres anglais. Alors, The Beast avec mon super accent. Il faut savoir, c'est le seul et unique titre que j'ai en anglais sur, je crois, une vingtaine de romans que j'ai écrits. Je tiens à le dire quand même. Moi, je n'ai pas eu de bol. Oui, bon. donc, t'as pas de bol. C'est tombé sur toi, là. Donc, The Beast, c'est un spin-off donc, de ma série Crew et Sortilège, qui est, on va dire, de la bibliothécaire humoristique, en gros, version Louisa. C'est ça.
Voilà. Je sais pas, ça part toujours bien, ça part toujours mal en même temps. Avec moi, je sais pas comment ça se fait. Voilà, donc ça parle de Bran qui se prépare à mourir. C'est pas dit comme ça, c'est un peu glauque, mais voilà. En fait, je suis partie du principe que si les loups-garous n'étaient pas liés à partir d'un certain âge, ils devenaient fous et donc leur meute était obligée de les abattre. Et donc, on retrouve Bran qui, lui, sait qu'il ne trouvera absolument pas de femelle, donc cherche à aider son ami Alexander à pouvoir reprendre la meute. Et donc, il va donc, dans une autre meute, en gros, à sa place. Et là, il tombe sous le charme de l'héroïne. Voilà, je ne vais pas trop en dire, hein, vous le lirez. Donc c'est drôle, c'est plein de loups-garous, il y a de l'action, c'est à la première personne, puisque moi j'écris surtout à la première personne. Voilà, ça se lit indépendamment de Croc et Sortilège. Donc on peut lire très bien l'un ou l'autre en premier. Il y a des sorcières, puisque ça reste Croc et Sortilège, donc une branche de la série, donc forcément donc toujours une histoire de sorcières et de loups-garous. Voilà. D'accord. Et donc, on peut glisser sur les vampires de Julie avec la série de 4 tomes de Néfasta, série auto-éditée. Donc, voilà. Julie, je te laisse la parole. De plus de tomes d'ailleurs. 4 sorties et d'accord. Le 5e est en cours de correction et les autres arrivent prochainement. Donc du coup, Néfasta, alors pourquoi moi c'est pas de l'anglais, donc moi je suis partie sur les souches latines. Donc je donne des cours de déclinaison latine dans mes, dans mes bouquins. Donc en fait je suis partie, donc c'était en fin 2019, j'ai participé à un concours de Hugo, enfin de Fictia, sur le thème des sorcières. Et donc du coup le premier tome de Néfasta est né de ce projet. Et donc du coup qui est sorti il y a un an à quelques jours près, puisqu'il est sorti le 4 avril. Et depuis, donc, il y en a les quatre premiers sont sortis. Et donc, en fait, donc, moi, j'ai mixé l'univers des vampires, des mages et leurs épouses, donc, qui sont des sorcières, mais des sorcières à qui on a retiré les pouvoirs pour des raisons historiques. Donc, j'ai décidé de remixer l'histoire de la Bible. Donc, vous allez redécouvrir l'histoire d'Adam, de Ève, de Caïn, de Abel. Voilà, de Jézabel. J'ai rejoué un petit peu avec tous ces mondes-là. Et donc, du coup, les sorcières sont sans pouvoir, sauf de temps en temps, il y en a une qui ressort et qui, si elle se fait découvrir, donc devient en fait ce qu'on appelle une Néfasta, donc qui veut dire maudite en latin. Et donc, en fait, son sort, c'est on la prend, on lui retire ses pouvoirs et on efface sa mémoire et on la lance parmi les humains. Et donc, du coup, l'héroïne du premier tome, donc Ornella, donc c'est une jeune femme qui est fan de boxe, qui se croit orpheline et qui, suite à un événement malencontreux, va en fait redéclencher ses pouvoirs, donc va découvrir qui elle est. Et donc, à partir de là, on lance une chasse à la sorcière, puisqu'en fait, il y a un mythe qui dit que si un vampire boit le sang d'une Néfasta, il retrouve ses pouvoirs sont décuplés. Et donc, du coup, les mages ne veulent surtout pas que les vampires mettent les mains sur Néfasta. Donc, en fait, c'est la chasse à la sorcière. Et le premier à gagner cette chasse, donc, c'est Aléane, le roi des vampires. Et donc, du coup, on rentre dans l'univers. Donc, moi, par contre, j'ai fait le choix de la troisième personne, puisque du coup, on va mixer un certain nombre de points de vue, puisque donc, on a pour le moment 4 tomes qui sont sortis. Donc, le premier, c'est entre une Néfasta et le roi des vampires. Le deuxième, c'est entre celle qui va devenir la reine des mages, qui est aussi une Néfasta, qui s'appelle Amaya, et un général vampire. Le troisième, c'est entre 2 vampires, donc une femme et un homme. Donc, Rayana, la sœur d'Aléane, et le garçon, je ne dis pas qui c'est parce qu'il y a toute une intrigue qui tourne dessus. Et le quatrième qui est sorti, cette fois-ci, c'est un mage, donc Céciliane, avec une vampire. Et sous toute cette trame, en fait, on a une intrigue générale qui se complexifie, qui se densifie dans le temps, avec des histoires de trahison. Et j'avoue que je suis un petit peu sadique avec mes lectrices qui me maudissent un peu, puisque sur cette série-là, j'avoue que j'ai tendance à finir beaucoup sur des cliffhangers. D'accord. Donc du coup, voilà. Donc le 5e est en cours de préparation et j'en ai au moins encore 3 de prévus dans ma tête.
D'accord. Donc, j'ai Et l'impression pour que donner un c'est… peu le style, on est un peu sur, parce que du coup, j'ai toujours un petit peu une muse, enfin un univers. Si je vais faire une analogie, on serait sur le même style que un peu sur, alors j'ai pas la prétention d'écrire comme elle, hein, que la confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est un petit peu beaucoup plus dark que ce que nous proposent Louisa et Estelle, j'ai l'impression. Oui, et ils Je sont, oui, j'ai sont des beaucoup tomes, plus des dark que tomes Louisa, je tiens à le dire. ouais, j'ai des tomes qui sont très sombres. Enfin, plus ça va et plus, enfin, les 2 derniers ils sont très sombres. Il y a de la torture, il y a il y a des Oula, traumatismes à gérer. Donc oui, c'est un petit d'accord, peu plus sombre. d'accord, C'est la guerre, quoi. d'accord. Et Eve, alors, c'est dans quelle tonalité, votre Herster? Alors moi, c'est de la science-fiction, donc ça se passe en 2065 à 50 km au-dessus de la Terre. Donc en fait, c'est pas du paranormal puisque c'est presque expliqué scientifiquement. Là, je vous montre vous voyez, là le tome 2, j'ai pas le tome 1 là chez moi. Et c'est donc en 2 tomes, hein, l'histoire se fait en 2 tomes, de bouquins de 400 pages environ. L'éditeur me l'avait pris, puis il m'a dit qu'il le faisait en 2 tomes parce qu'il avait peur de ne pas retourner, de ne pas trouver ses frais, comme je suis une auteure pas trop connue. Pas du tout même, puisque j'étais auto-éditée, j'ai pas trop vendu en fait sur Amazon. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir des tuyaux pour celles qui sont auto-éditées. Comment on fait pour se faire connaître? Parce que c'est vrai que j'ai de très bons retours des lectrices, mais malheureusement, non, ça, ils ne sont pas toujours au rendez-vous. Puis là, les salons sont terminés. Donc, mon Oui, histoire, c'est l'histoire d'un peuple opprimé dans une plateforme, donc en dessus de toute juridiction. Et puis un grand monsieur qui domine un peu le monde au niveau de la finance et qui opprime ce peuple. Et puis une jeune fille, donc Stélina, mon héroïne, qui fait partie donc de la ville exploitée, du côté exploité, qui est esclave, et qui va rentrer, qui va infiltrer la ville riche. Et donc, dans le tome 2, elle arrive à se faire une place. Et puis, après, elle est partagée entre le sort de son peuple et puis son attachement, finalement, pour le despote. Voilà. Donc, c'est une romance. Là, on a ça en commun. Mais ou sinon, oui, c'est pas trop, c'est pas du paranormal. Puisque j'étais partie au départ sur un article que j'avais lu dans Science et Vie. Donc, il y a des explications. d'accord. Voilà. Sur la ville dans le ciel, il y a des explications. Si aller jusque-là, Oui, en fait, c'est après, donc après la crise du pétrole. Et j'ai imaginé des ballons qui feraient les transports aériens sur des plateformes qui seraient, elles, à 50 km de la d'accord. Terre. Ça, c'est ce que j'avais vu dans Science et Vie. Et donc, Monsieur Amazon de l'époque, en 2065, effectivement, c'est celui qui aura créé ces plateformes et qui aura la main mise sur tout le transport et sur les voyages et tout ça. Voilà. D'accord, d'accord. Oui. Et, et je l'ai écrit donc à la troisième personne, alors que j'avais déjà fait une trilogie sur cette époque, mais pas du tout dans les airs. Là, c'était sur Terre à la même époque, et que j'avais fait à la première personne. Et j'avais fait donc 2 voix. D'accord. Et c'est dans le même J'avais univers, en fait. C'était dans le même univers. C'est-à-dire, C'est le même. En fait, c'est le même univers. Et d'ailleurs, le troisième tome, dans le troisième tome, l'héroïne rencontre d'accord. l'héroïne de Herster, qui s'appelle Stélina, mais ne la connaît pas quand on la voit. Et elles sont euh, à la même cérémonie. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, il y a une première trilogie. Et là, il y a une série de 2. Donc, et là, c'est terminé Oui, après les une deux. série de D'accord. 2, mais ça n'a rien à voir. C'est 2 histoires différentes. Ouais, d'accord, d'accord. Bon, ça peut se lire indépendamment, mais dans le même univers. Qui se passe à la même époque, oui. D'accord. Oui. Très bien, très bien. Bon, eh bien, écoutez, je suis ravie d'avoir eu des choses aussi diverses là pour cette conférence. Et puis, j'espère qu'on pourra se voir à nouveau très rapidement en vrai et faire des vraies conférences. Mais bon, je trouve que
déjà pouvoir faire ça, c'est chouette et pouvoir se voir sans les masques en plus. C'est ça qui est chouette avec Oui, Zoom. c'est l'avantage, au moins on peut parler normalement. Et merci à vous d'avoir fait cet effort parce que c'est vraiment pas facile et c'est vraiment une super initiative. Donc bravo, félicitations Voilà, à vous. rendez-vous le 23-24. Il y a plein de choses, ça va être très très riche. Hein. On a énormément de conférences, ça a pris de l'ampleur, donc rendez-vous le 23-24. Merci beaucoup et puis eh bien, bon vent à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.